Bonjour à tous. Alors nous avons le plaisir pour ce dernier jour de Politeia d'accueillir Raphaël Enthoven qui va nous proposer une leçon sur l'avenir de la liberté. Mais d'abord quelques mots pour le présenter, même si il est connu certainement par la plupart d'entre vous. Et si nous le connaissons déjà presque tous, c'est parce qu'il joue depuis longtemps déjà un rôle de passeur de la philosophie auprès de nombreux publics. Dans plusieurs émissions de France Culture, les Vendredis de la philosophie, les nouveaux chemins de la connaissance, le Gai Savoir, pendant de longues années, ainsi que dans l'émission Philosophie, parmi d'autres, sur Arte, encore aujourd'hui. Dans ces émissions, donc, il s'est hâté de rendre la philosophie populaire, selon la célèbre formule de Diderot, en montrant de quelle façon les théories apparemment les plus austères peuvent éclairer notre époque quand elles sont présentées avec clarté et fougue. Il joue également ce rôle dans ses chroniques, art dans lequel il est passé maître, d'abord sur France Culture, puis sur Europe 1 et sur diverses chaînes de télévision, LCI, BFM, France 5 par exemple. Une partie de ces chroniques ont d'ailleurs été rassemblées dans plusieurs ouvrages, Matière première, Morale provisoire, Nouvelle morale provisoire, que vous pourrez trouver tout à l'heure sur le stand. Et dans l'avant-propos de Morale provisoire, il explique sa position de spectateur engagé, selon la formule de Raymond Aron, en ces termes. Je le cite. « Dans l'intranquillité d'un esprit aux prises avec la matière du quotidien, se trouve une méthode d'investigation qui combine les avantages de la loupe et du télescope. Prélever un atome d'anodin, le poser sur une lame et voir, en s'y penchant, les trésors qu'il recèle. Il poursuit également ce travail inlassable de chroniqueur qui traque les constantes sous les bégaiements de l'actualité, je le cite à nouveau, dans la presse et notamment dans l'hebdomadaire Le Franc-Tireur qu'il a cofondé en 2021. Pour être exhaustive, mais je n'y parviendrai pas, ça me paraît impossible, il faudrait encore que je mentionne de nombreuses autres activités. Outre ces recueils de chroniques, il a écrit également des essais, un roman, des récits, dont le dernier, Krasnaya, qu'il faudrait prononcer en roulant le R, mais voilà, je n'y arriverai pas. Des lectures de Proust et même une parodie en 3 actes, L'École des Dames, paru en 2021. Il a aussi enregistré plusieurs lectures de textes. Et sa vignette de présentation sur Franc-Tireur mentionne même qu'il est comédien. Et pour finir, il a été, et il l'est toujours, professeur dans diverses institutions, et notamment depuis quelques années auprès d'élèves de seconde et de première, puisqu'il est engagé avec l'UNESCO en faveur de l'enseignement de la philosophie dès la seconde. Nous allons l'écouter maintenant avec grand intérêt, donc nous proposer une leçon sur l'avenir de la liberté. Ah, mais quel plaisir de me trouver là. Merci de cet accueil. Merci de cet accueil qui m'oblige, comme dirait l'autre. Oui, c'est si vaste cette question, c'est tellement difficile de l'aborder, de la faire tenir en 3 quarts d'heure. C'est comme faire rentrer un éléphant dans une Smart et voir ce qui tient, si vous voulez. Vous faites à peine passer une défense. Donc je vais essayer de faire passer une défense de liberté en 3 quarts d'heure. Je ne pourrais pas vraiment vous en dire plus, mais quand même. Je voudrais partir avec vous des élections législatives de 2022 qui, bon, étaient un peu pour des raisons structurelles des élections de mi-mandat, puisque c'était un mandat renouvelé, et qui ont vu débarquer au Parlement 89 députés du Rassemblement national. Alors, ces élections sont une date, composent une date, puisque jusqu'à nouvel ordre, ce qui servait de digue à la montée du Front National et du Rassemblement National, c'est-à-dire les principes, les règles, les valeurs, etc., tout cela échouait à endiguer sa montée. La seule chose qui fonctionnait, c'était le scrutin majoritaire. Et le scrutin majoritaire a rendu les armes, et en cela, on peut considérer que c'est une date, dans la mesure où... Voilà, merci.
dans la mesure où le scrutin majoritaire lui-même a rendu les armes. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est d'observer les débats qui ont suivi et de remarquer que depuis 1984, depuis les européennes de 84 et le carton du Front National qui est arrivé à plus de 10%, chaque élection est suivie d'un débat sur les raisons pour lesquelles le Front National a fait un tel score. Chaque élection. Ça fait donc 40 ans quasiment que ça dure. Alors, les raisons, on les connaît, on va passer rapidement dessus. Vous avez les uns qui disent aux autres, oui, vous êtes allés faire votre promo sur CNews, ou bien vous avez fait entrer des mesures antiterroristes dans le droit commun, vous avez envisagé la déchéance de nationalité, vous avez exonéré les riches de l'impôt sur la fortune, vous avez soutenu les entreprises plutôt que le secteur public, vous avez éborgné les gilets jaunes, vous vous êtes approprié les inquiétudes de l'extrême droite, vous avez lutté contre l'immigration, vous avez célébré le vainqueur de Verdun, etc., etc. Vous avez défendu le nucléaire, l'appropriation culturelle, etc., etc., etc. Bref, vous avez fait le jeu de l'extrême droite, disent les uns. Les autres répondent vous avez voulu augmenter les taxes sur les carburants tout en défendant les gilets jaunes. Vous avez flatté le sentiment délirant que la France était une dictature. Vous avez adopté une posture tribunicienne. Vous avez partagé les analyses du Rassemblement national sur Macron, sur l'Union européenne, sur la Russie, la Syrie, les retraites, le vaccin. Vous pratiquez le soupçon tout le temps. Vous ressuscitez la guerre des sexes tout en luttant pour la réintégration d'un élu gifleur, etc., 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 etc. Là encore, on a toute une série de raisons qui permettraient éventuellement d'expliquer la chose. En réalité, ça permettrait surtout de renvoyer sur l'autre la responsabilité de cette catastrophe. Et, pardon, je postule que c'est une catastrophe. Ça, on n'est pas obligé d'être d'accord sur ce point-là, naturellement, on pourra aussi en parler. Mais enfin, on se renvoie la balle, on se renvoie la responsabilité. Or, les deux camps, quel que soit celui auquel on adhère, si on adhère à l'un des deux, les deux camps ont en commun d'oublier, parmi les causes qu'ils trouvent à ce succès, d'oublier une cause qu'on n'a jamais évoquée en réalité, ou qu'on évoque très très peu, qui est tout simplement que qui a fait monter ce parti absurde? Qui l'a porté 3 fois aux portes de la finale? Qui a, en connaissance de cause, mis dans l'urne un bulletin pour un parti séditieux, corrompu et russolâtre, tenu par d'anciens nazillons? Qui? L'électeur. On a juste oublié l'électeur. C'est-à-dire qu'on a juste oublié qu'il y a des gens qui ont décidé en leur âme et conscience de voter Marine Le Pen après avoir vu l'un des deux débats qui l'opposait à Emmanuel Macron, par exemple. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'on a tort d'oublier ce qu'il en est d'un choix. Nos choix ne sont pas toujours solubles dans les raisons qu'on leur trouve. Nos choix sont souverains, demeurent souverains. Et pour faire baisser, à mon sens, le Rassemblement national, il faut traiter ses électeurs en hommes libres. On peut dire tout ce qu'on veut d'un tel vote, ce n'est pas la question. On peut dire que ce sont des complotistes, des ignorants, des gilets jaunes, des racistes, des républicains déçus, des bourgeois déclassés, peu importe, peu importe. Ce sont des humains libres dont le choix, si explicable soit-il, n'en est pas moins le leur. Et ce fait-là nous permet d'entrer en philosophie assez aisément par la grande porte, c'est-à-dire la porte de Spinoza. Spinoza, au XVIIe siècle, forge dans l'éthique un système à l'intérieur duquel notre libre arbitre n'a pas de place. En réalité, notre libre arbitre est une illusion. Dans sa correspondance, il emploie cette belle formule, il dit « Le sentiment du libre arbitre vient de l'ignorance réelle, des causes réelles qui nous font agir ». Vous ne savez pas ce qui vous agit, vous ne savez pas ce qui vous détermine, vous ne savez pas que vous êtes poussé dans le dos, vous croyez que vous avancez vous-même. La volonté n'est que l'illusion d'être inaugural en chacune de ces décisions, alors qu'en réalité, nous sommes déterminés à agir comme nous agissons, à penser comme nous pensons, etc. En expliquant cela, Spinoza met au point un outil merveilleux, qui sera repris par Marx ensuite, et qui consiste à dire aux gens, ne croyez pas que vos opinions soient vierges, ne croyez pas que vous êtes l'origine radicale de ce que vous pensez. Et non, vous pensez comme on vous a appris à penser, vous pensez aussi comme vous êtes déterminé à penser comme vous le faites. Et alors, chez Spinoza, le libre arbitre, ce que je crois faire librement, est en réalité le résultat de détermination. Et plus j'ignore que je suis déterminé à agir librement, à agir comme j'agis, plus je crois que j'agis librement. Et chez Marx, ça prend la forme de nos décisions, nos idées, nos intentions sont le résultat du rapport de force qui nous constitue et qui nous porte à décider ce que nous décidons. Mais
Spinoza, Marx, ou même Freud, quand il dit « la liberté n'est jamais que le paravent que nous interposons entre nous-mêmes et notre inconscient », le paravent illusoire, que ce soit Spinoza, Marx, Freud, Nietzsche, tous les philosophes qui déconstruisent l'idée de libre arbitre, qui disent qu'il y a quelqu'un derrière le libre arbitre, qu'il y a quelque chose qui nous fait agir, tous ces philosophes-là ont en commun de détruire l'idole du libre arbitre. Mais ce sont les mêmes, et en particulier Spinoza, qui considèrent que si nous n'avons pas de libre arbitre, nous n'en sommes pas moins responsables de nos actions au regard de la société. Et c'est cette ambivalence qui est très intéressante. Je vous donne un exemple plus familier que Spinoza peut-être, c'est Anakin Skywalker. Ça va, vous voyez le personnage? Non, pardonnez-moi d'avoir présumé que vous étiez plus familier d'Anakin Skywalker que de Spinoza, j'en sais rien. En tout cas, c'est mon cas. Donc, voilà, je me suis permis d'étendre ça. Alors, Anakin Skywalker, on peut s'entendre sur le fait que c'est un enfant qui tourne mal. Bon, il devient Dark Vador. C'était pas son plan de carrière au départ. Bien, c'est un enfant qui tourne mal. Alors, intéressons-nous un tout petit peu à la situation d'Anakin Skywalker. Il n'a pas choisi de naître esclave dans une planète sèche, sans eau, avec à la merci d'un propriétaire qui est un bourreau, qui est une brute, et avec une mère qui elle-même est dans la servitude. Il n'a pas choisi cela. Il n'a pas choisi non plus que sa mère soit massacrée par les Tusken une fois qu'il l'abandonne sur sa planète. Il n'a pas choisi d'abandonner sa mère. Il n'a pas choisi que sa mère meure. Il n'a pas non plus choisi, mais en revanche, que choisit-il? Quand elle meurt dans ses bras, il choisit d'aller tuer tous ceux qui l'ont enlevé, femmes et enfants compris. C'est à cet instant-là qu'il bascule dans le choix. Ce que je veux dire, c'est que il a toutes les raisons de faire ce qu'il a fait et il n'est pas impossible qu'on en fasse autant. Mais il est responsable de ce qu'il fait à cet instant-là. La somme des déterminations qui le constituent ne suffit pas à épuiser sa responsabilité au moment où il passe à l'acte. Et c'est dans cet intervalle entre ce qui vous détermine et ce que vous choisissez de faire, c'est cet intervalle-là qu'on appelle la liberté. La liberté se trouve là. Par exemple, dire « c'est pas de ma faute », j'ai eu une enfance pourrie, c'est pas de ma faute, la société a été méchante avec moi, c'est pas de ma faute. Et ce comportement-là, ce discours-là n'est pas recevable dans la mesure où il fait comme si ma liberté n'existait pas, comme si ma liberté était intégralement causée ou déterminée par la série des causes qui la précèdent. Or, le travail de la liberté, et c'est là, je reviens un instant sur Spinoza, parce que ce qui est merveilleux pour Spinoza, chez Spinoza, c'est que, en fait, là, ce qu'il propose dans l'éthique, ça n'est pas tant une théorie de la liberté qu'une théorie de la libération. De quoi s'agit-il de se libérer? Il s'agit de se libérer de ce qui nous détermine. Il s'agit de faire en sorte que ce qui nous détermine ne soit pas déterminant dans le choix qui est le nôtre. Comment faire en sorte que nos déterminations ne soient pas déterminantes? Eh bien, en les comprenant, en les connaissant, en sachant que si l'on pense de telle manière, c'est que l'on vient de tel lieu ou de tel endroit, en faisant la généalogie de nos propres idées, au lieu de sanctifier notre discours, au lieu de considérer que nous avons raison et que nous détenons la vérité, en faisant l'analyse du discours que nous sommes portés à tenir pour comprendre ce qui, en lui, ne vient pas de nous. Et ce travail-là, c'est le travail que nous proposent les philosophes qui nous font valoir que nous ne sommes pas inauguraux, qu'on n'est pas inaugural, en tout cas, dans nos décisions. Alors, prenons un exemple douloureux. L'aide active à mourir. Le désir de mourir. Le désir de hâter le jour de sa mort. Les adversaires de l'aide active à mourir, dans le débat auquel on assiste en ce moment, c'est un débat passionnant, les adversaires de l'aide active à mourir, c'est-à-dire les défenseurs de la loi Claes-Leonetti en l'état, qui parient sur les vertus d'une sédation profonde, mais qui ne veulent pas que la loi autorise le passage à l'acte, les adversaires de l'aide active à mourir dénient la possibilité de parler du souhait de mourir plus tôt comme une liberté. Ceci, alors, deux choses qu'ils contestent et dont il faut parler. Un, souhaiter avancer l'heure de sa mort ne peut pas être une liberté. Deux, donner la mort à quelqu'un ne peut pas être un soin.
Donc ce sont ces deux points-là qui me paraissent très importants et qu'il faut examiner posément. Alors, l'argument selon lequel ça n'est pas une liberté repose sur une question simple, c'est comment voir une liberté dans la décision d'en finir avec la vie. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que peu d'entre eux sont spinozistes, et pourtant c'est un argument de Spinoza qui considère que le suicide n'est pas une liberté, le suicide c'est un échec. Mais bon, alors j'en reviens à cette question. Comment voir une liberté, disent-ils, dans la décision d'en finir avec la vie? Le raisonnement est le suivant. En négligeant les soins palliatifs, en n'investissant pas suffisamment dans les soins palliatifs, notre société, sans âme, met le mourant en situation de réclamer une aide active à mourir. Et une fois qu'elle l'a mis dans cette situation, elle lui présente flatteusement cette décision ultime comme la signature de sa liberté, après avoir organisé les choses de telle manière que ce soit le seul choix qui reste. Ça, c'est l'argumentaire des adversaires de l'aide active à mourir. Alors, derrière cet argumentaire, il y a une esquive, puisque la question c'est comment se dire attentif aux souhaits d'un malade ou aux souhaits d'un mourant sans exaucer le souhait de mourir. Et comment? Eh bien, en déniant à ce souhait la valeur d'un souhait. Moi, j'écoute, je suis attentif. Tous, ils disent qu'ils sont attentifs, J'écoute. Je suis tellement attentif au souhait du mourant que quand il exprime le souhait de mourir, j'entends bien qu'en réalité, il ne le veut pas. C'est ça qu'on entend, hein. Donc, en déniant au souhait de mourir la valeur d'un souhait, ça permet d'être archi-attentif au souhait de celui qui s'exprime, dans la mesure où il n'exprime pas celui-là. Et puis, il y a une stratégie aussi. Parce que si la décision de hâter le jour de sa mort, comprenez ceci, c'est évident, et quand on y pense, ça saute aux yeux, si la décision de hâter le jour de sa mort n'est pas comprise comme une liberté, si ça n'est pas une liberté, alors ça ne saurait devenir un droit. Parce que si c'est une liberté, il n'y a aucune raison que certains aient accès à cette liberté et que d'autres n'y aient pas, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui, quand on a les moyens, on peut aller mourir où on veut, ou là où on peut, là où on a le droit. C'est-à-dire que la loi française aujourd'hui vous condamne à mourir soit en catimini, soit à l'étranger. Donc dénier au recours à l'aide active à mourir le caractère de liberté, c'est se donner les moyens de penser qu'il s'agit là d'exceptions que la loi ne devrait pas encadrer. Or, et j'en viens à ce que je veux vous dire, puisqu'on parle de liberté ici, non seulement la décision de mourir me paraît une liberté, mais c'est même la liberté par excellence. Si vous voulez, l'argument selon lequel nous ne sommes pas libres, mais déterminés par le contexte à décider d'en finir avec la vie, cet argument-là n'est pas recevable. Parce que on n'est jamais libre. On n'est pas libre de fumer. On n'est pas libre d'avorter. On n'est pas libre de mourir. On n'est pas libre d'acheter le produit que la publicité nous vante. On n'est pas libre. En revanche, il n'est pas douteux que nous exerçons notre liberté en faisant tout cela. Nous ne sommes pas libres de fumer parce qu'on est blindé à la nicotine. Et que, évidemment, c'est pas. Mais le droit de fumer, lui, est une liberté. Et cette nuance-là est fondamentale. Parce que si vous considérez... alors, imaginez par exemple que les adversaires de la tabagie reprennent l'argumentaire des adversaires de l'aide active à mourir. Ce n'est pas une liberté, disent les adversaires de l'aide active à mourir, par conséquent, on ne doit pas l'accorder. Appliquez le même raisonnement au fait de fumer. Ce n'est pas une liberté puisque le fumeur est intoxiqué, donc il ne faut plus accorder le droit de fumer. On aurait, à bon droit, on est tous d'accord pour dire qu'un fumeur, les fumeurs ici le savent mieux autant que moi, on est tous d'accord ici pour dire qu'un fumeur n'est pas libre de fumer ou de ne pas fumer. Mais on est tous d'accord aussi pour dire que s'il fume, s'il peut fumer, s'il en a le droit, c'est que c'est une liberté. Et donc, on ne peut pas se servir du fait qu'aucune décision n'est libre pour refuser d'accorder une liberté, parce qu'à ce compte-là, on accorderait de liberté pour rien. Toutes nos décisions sont déterminées, toutes nos décisions sont le fait d'influence ou d'un rapport de force. Imaginez soudain que la loi repose sur ce diagnostic-là et n'accorde de liberté que quand on est vraiment libre. On serait libre nulle part. Ce raisonnement ne peut pas tenir. L'idée qu'on est déterminé à mourir, alors après, il faut discuter de ça, mais l'idée qu'on est déterminé à décider cela n'est pas une objection recevable contre l'attribution de cette liberté. Tout comme d'ailleurs l'idée que ce serait une promotion de l'euthanasie et que le but c'est ensuite de faire disparaître les vieux pour mettre la main sur leur portefeuille. La nature humaine n'a pas attendu l'euthanasie pour être misérable. On n'a pas attendu d'avoir le droit de tuer les vieux pour le faire.
Donc c'est pas parce que, si vous voulez, de façon générale, ça c'est un point très important, sur une réflexion sur la liberté, dans le cadre d'une réflexion sur la liberté, c'est que le mauvais usage que nous faisons d'une liberté que la loi nous garantit n'est pas un argument contre l'attribution de cette liberté. Vous ne pouvez pas attribuer la liberté aux gens dans la mesure où ils en font bon usage. Je me rappelle cette histoire fameuse avec Pierre Brasseur, le grand Pierre Brasseur, le grand acteur Pierre Brasseur. Un soir, il sort de chez Lippe et il y a un mendiant, un peu connu dans le quartier, qui est devant le restaurant et qui reconnaît Pierre Brasseur et qui lui fait des salam-alek d'ivrogne en lui disant « Ah, maître !» Et à ce moment-là, Pierre Brasseur sort une liasse, puis il commence à compter les billets, 100, 200, 300, les yeux qui s'ouvrent comme ça. Il lui tend la liasse, il attrape la liasse et puis il lâche les billets en disant « Mais c'est pour boire, hein ?» Et l'autre dit « Oui, oui, bien sûr !» Et à ce moment-là, il lui donne l'argent. Mais ce que je veux dire ici, c'est que l'attribution d'une liberté ne dépend pas du mauvais usage que nous faisons de cette liberté. La liberté d'avorter produit des comportements irresponsables, certainement. La liberté de conduire produit des accidents, etc., etc. Est-ce un argument contre l'attribution de cette liberté? Non, en aucune manière. Que nous soyons libres ou non de faire ce que nous faisons, nous en avons la liberté. Le fait d'être déterminé ne retire pas sa valeur de décision au geste létal. En réalité, aucune décision ne paraît plus libre que celle-là, parce que si ce geste-là n'est pas libre, aucun ne l'est. Vous avez des stoïciens, hein, Sénèque dit « La vie te plaît, vis. Elle ne te plaît pas, libre à toi de la quitter. » L'autre point intéressant, c'est sur la question des soins palliatifs. Les soins palliatifs, il n'est pas douteux que si les soins palliatifs étaient mieux dotés, une proportion accrue de mourants ajournerait la décision d'en finir. Mais subordonner le souhait d'en finir à l'insuffisance des structures d'accueil ou au défaut de personnel et considérer par exemple, par conséquent, qu'il suffirait de remédier à tout cela pour que personne ne veuille mourir, cela revient à enfermer une décision dans un contexte. Et encore une fois, votre décision a beau être comptable de tout ce qui vous précède, le souhait de hâter le jour de sa mort n'est pas seulement l'effet des carences du système, ça vient aussi du fait que c'est pas toujours le défaut de soins qui vous pousse à vouloir mourir, il arrive que ce soit la maladie elle-même. La douleur d'être prisonnier de son corps n'est pas soluble dans la morphine. Et un dernier point là-dessus. Les gens sont honnêtes, ils vous disent, même avec le développement des soins palliatifs, même si on investit des milliards dans les structures d'accueil, les exceptions ne s'éteindront pas, il y aura toujours des gens qui veulent mourir. Et là, les adversaires de l'aide active à mourir citent une phrase de Canguilhem, du philosophe Georges Canguilhem, « Le législateur doit s'abstenir, les exceptions ne sauraient faire la loi, le médecin peut le faire, mais la loi ne doit pas l'autoriser. » C'est-à-dire, on continue comme ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes dans une situation, vous voulez mourir, tout le monde vous comprend, mais non, c'est pas bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend que le service se vide un peu, on connaît les gens qui sont là, on discute un peu avec eux, on voit s'ils sont plus ou moins d'accord, on fait entrer le médecin par la porte de derrière, hein, on fait les choses en famille, discrètement, on ne va pas s'en vanter. On meurt en loose day, on meurt en catimini. Bien sûr, techniquement, le médecin qui vous aide à mourir est passible d'une condamnation pour meurtre. Mais en pratique, il va recevoir du sursis. Voilà. Hein? Et puis, c'est comme ça. Et puis, on va passer à autre chose, parce que les exceptions ne doivent pas faire la loi. Je trouve ce point de vue monstrueux. Je trouve cette demi-mesure, si vous voulez, cette hypocrisie revendiquée, pire qu'un système qui bannit, qui condamne à de la prison ferme les gens qui pratiquent l'euthanasie. C'est-à-dire que la semi-reconnaissance du geste létal a pour seul but, sous prétexte d'humanité, de garantir la bonne conscience de celui qui parle comme ça. Alors, donc, je clôt ce chapitre, juste ce moment, juste pour dire que en vous citant Montaigne, c'est une formule qui, à mon avis, tient la route magnifiquement, qui a appris à mourir a désappris à servir. La méditation de la mort est une méditation de la liberté. Et cette intuition de Montaigne, c'est une intuition stoïcienne absolument fondamentale qu'il développe. Je ne sais pas pour faire le malin que je vous donne la référence exacte, mais c'est parce que c'est un chapitre merveilleux. C'est le chapitre 20 de la première partie des Essais, enfin du livre 1 des Essais. Que philosopher, c'est apprendre à mourir, où l'on découvre en réalité que mourir, c'est apprendre à philosopher.
et où Montaigne expose le paradoxe suivant selon lequel personne ne pense plus à la mort que celui qui veut passer sa vie à penser à autre chose. Et qu'il vaut mieux dîner au milieu des squelettes, comme faisaient les Égyptiens. Je ne sais pas où il a pris ça. Il vaut mieux dîner au milieu des squelettes, avoir la mort en face. Elle nous attend partout, attendons-la partout. Quand bien même ce serait elle, ça n'est pas grave. Ce que Montaigne met en place ici, c'est l'idée que la conscience du mourir, pas de la mort, du mourir, c'est-à-dire la conscience que la mort chemine, avance et nous ronge progressivement, cette conscience aiguë du mourir a pour effet de développer un comportement qui, si vous voulez, deux attitudes possibles. Je vais mourir. Ah non, c'est désolant, la vie n'a pas de sens, je me tue. On se tue parce qu'on a peur de mourir. L'autre attitude possible, c'est je vais mourir, c'est épouvantable, la vie n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais? Je jouis du temps qui reste. Ça, c'est Montaigne. Montaigne proposait, c'est à la fin des essais, il dit je veux que la mort me trouve vivant. Il n'y a pas de plus haute liberté que cela. Me trouve vivant, non. Ça, c'est moi qui traduis. En fait, il dit « Je veux que la mort me trouve plantant mes choux ». De là, une chanson fameuse, qu'on présente comme une chanson sur le jardinage, alors que c'est une chanson « Savez-vous planter les choux ?» c'est « Savez-vous mourir ?» Savez-vous mourir en sage? Je veux que la mort me trouve plantant mes choux. C'est-à-dire que la méditation de la mort débouche chez Montaigne sur une position qui est véritablement la position, enfin, comment dire, sur la défense de la liberté. La méditation de la mort est une façon de se libérer de la crainte de mourir et par là même donc de ne pas céder à la mort un pouce de terrain de son vivant. En somme, il s'agit de mourir vivant. Ou plus exactement, de ne pas mourir de son vivant. Et en cela, Montaigne, parlant de l'euthanasie, parlant de l'aide active à mourir, même s'il n'employait pas cette expression, Montaigne est sans appel quand il en parle. J'avais noté la citation, il parle de la clé des champs, c'est lui qui invente l'expression, il emploie l'expression de la clé des champs, il dit aussi cette phrase formidable, « Dieu nous donne assez congé quand il nous met en tel état que le vivre est pire que le mourir. » Alors, depuis le début, de ce que je vous raconte, il y a deux types de liberté qui entrent en jeu ici, deux façons de concevoir la liberté. Vous avez d'abord la liberté qui s'arrête là où commence celle de l'autre, c'est une liberté qu'il est aisé de mesurer, c'est la liberté qui fait qu'on ne se marche pas sur les pieds, je ne vais pas vous marcher sur les pieds, non pas parce que j'ai du respect et de l'affection pour votre pied, c'est pas par sollicitude pour votre pied que je ne vais pas lui marcher dessus, c'est juste que si je lui marche dessus, vous serez fondé à me marcher sur les miens. Donc, si vous voulez, on ne va pas faire reposer sur de grandes vertus le respect qu'on doit les uns aux autres. Si vous voulez, faisons-le cyniquement reposer sur le sentiment que si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, tiens-toi bien. Peu importe, si vous voulez. Le fait est qu'on est là en présence d'une liberté qui s'arrête naturellement là où commence celle de l'autre, sans quoi ce serait la guerre de chacun contre chacun. Mais il existe une autre liberté, et je veux ici vous parler des deux et voir comment les deux se travaillent ensemble. C'est la liberté qui, selon l'expression de Kropotkin, c'est la liberté qui commence là où commence celle de l'autre. C'est-à-dire la liberté intransitive. Si vous voulez, vous vous souvenez de la chanson de Renaud sur Ingrid Betancourt? Nous t'attendons Ingrid et nous pensons à toi et nous ne serons libres que quand tu le seras. Bon, c'est fait. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on ne peut pas, et c'est ça qui est important, vous avez d'un côté une liberté qui est une liberté de mouvement et de l'autre une liberté qui est une liberté de pensée, qui est une liberté de conscience, qui est une liberté, disait Michel Foucault, une liberté intransitive. Et on ne peut pas s'attaquer à la première sans s'attaquer à la seconde. C'est la raison pour laquelle les provocateurs ont tellement d'importance dans la société. C'est la raison pour laquelle les provocateurs sont si importants. Et c'est aussi la raison pour laquelle il était si important, par exemple, de défendre Mila. Défendre Mila, ça n'était pas défendre, le droit de dire « je mets un doigt dans le cul à Dieu ». Si, c'est défendre le droit de le dire. Ça ne veut pas dire qu'on se réjouisse qu'elle le dise. Ça ne veut pas dire qu'on trouve ça merveilleux, qu'on trouve ça décisif. Non, ça veut juste dire qu'il y a une différence entre le blasphème et le racisme. Il y a une différence essentielle entre le blasphème et le racisme, c'est que le premier n'existe pas en droit, alors que le second est un délit. Aucune religion n'est sacrée en République, contrairement à la dignité de toute personne. Enfin, se moquer de Dieu, ça n'est pas insulter les gens qui croient en lui. Bien. Bon, il faut poser tout cela, parce qu'il faut défendre cette liberté. Et puis défendre la différence qu'il y a entre l'offense et l'humiliation, bien sûr.
une loi qui reposerait sur l'offense est une loi qui serait folle. Nous vivrions en tyrannie. Si l'offense faisait la loi, imaginez par exemple, vous discutez avec quelqu'un, vous êtes contre l'IVG, vous discutez avec quelqu'un qui est pour l'IVG, vous considérez que ses propos vous offensent, vous lui faites un procès. Vous êtes pour l'IVG, vous discutez avec quelqu'un qui est contre, vous écoutez ses propos, vous considérez que ses propos vous offensent, vous lui faites un procès de la même manière. On ne peut pas faire reposer la loi sur l'offense, on ne peut pas faire reposer la loi sur la susceptibilité. C'est aussi absurde que de faire reposer le mandat d'un président sur les motifs qui vous portent à voter pour lui. Non, je fais une parenthèse là-dessus parce que je veux bien qu'on ait voté Macron pour faire barrage à l'extrême droite et pas pour le système, pas pour la réforme des retraites. Il n'y a pas de doute. Mais il y a quantité de raisons pour élire quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça peut être l'éloquence, ça peut être la nature de l'adversité qu'il rencontre, ça peut être le fait qu'au deuxième tour on élimine et qu'on ne choisit pas. Ça peut être plein de raisons, si vous voulez. Mais en tout état de cause, un président élu ne reçoit pas mandat de tous les motifs qui ont porté à mettre un bulletin à son nom. Parce que sinon, la quantité de gens qui ont voté pour lui parce qu'ils aiment bien sa gueule lui imposerait d'avoir une bonne gueule, par exemple, pour être fidèle aux motifs qui... Ça n'a pas de sens. Un président est élu sur fond d'un programme, les circonstances qui lui valent d'être élu, les enchaînements de circonstances qui lui valent d'être élu, engagent un programme pour lequel la plupart des gens n'ont pas voté. Mais on est plus libre dans un monde où quelqu'un, pour le programme duquel nous n'avons pas voté, applique son programme, plutôt que dans un monde où, étant la girouette des électeurs qui se sont portés sur lui, il renonce à son programme en considérant que ça n'est pas le mandat qu'il a reçu. Alors, j'en reviens à Mila, et une phrase de Tocqueville qui me paraît très importante sur la question de la liberté. Écoutez ça. En Amérique, dit Tocqueville, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au-dedans de ses limites, il est libre. Mais malheur à lui s'il ose en sortir. Il est en butte à des dégoûts de tout genre, à des persécutions de tous les jours. On lui refuse tout. Ceux qui le blâment s'expriment hautement. Ceux qui pensent comme lui sans avoir son courage se taisent et s'éloignent. Il cède, il plie enfin sous l'effort de chaque jour et rentre dans le silence comme s'il éprouvait des remords d'avoir dit vrai. Qu'est-ce que c'est quand vous êtes Ce que Tocqueville décrit, en fait, le phénomène qu'il décrit est une expression dont on devrait se servir en permanence quand on travaille sur ces questions-là, c'est la tyrannie de la majorité. Ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité. Quelques mots là-dessus. Qu'est-ce que c'est la tyrannie de la majorité? D'abord, ça sonne comme un oxymore. En démocratie, ben non, si t'es majoritaire, t'es pas tyrannique, c'est la majorité qui gouverne. La démocratie, c'est la loi du plus nombreux. Si, dit-il, parce qu'il ne s'agit pas du vote, là. Non, il ne s'agit pas du vote. Il s'agit en deçà du vote, en deçà des institutions, à l'échelle de la société civile, d'un gouvernement de l'offense qui s'instaure et qui règne et qui marche à la loi du plus fort. On appelle ça les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui célèbrent le débat, mais où la moindre opinion dissidente fait l'objet d'un écrasement ou d'une annulation. C'est ça, la tyrannie de la majorité. C'est la constitution spontanée de hordes dont le seul but n'est pas de déconstruire ce que vous dites, mais de l'étouffer, de le taire, de le faire disparaître et de susciter chez vous, par les emmerdes que vous recevez, le désir de ne plus jamais remettre le couvert. Pourquoi montrer à des élèves des caricatures de Charlie si ça vous vaut de perdre la tête? Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas assez payé pour mourir. Pourquoi? Quelle raison a-t-on d'être courageux dans ces cas-là? Quelle raison a-t-on d'être courageux quand ça vous arrive et que ensuite, quand on commente ce qui vous est arrivé, les réflexions qui viennent sont pour partie, mais enfin quand même, fallait pas provoquer. Ou vous l'avez bien cherché. Je suis toujours surpris, moi, que l'argument du « ils l'ont bien cherché » soit tellement odieux quand on parle d'un viol. Elle l'a bien cherché, avec sa petite jupe, hein, soit tellement odieux quand on parle d'un viol, et tout à fait acceptable quand on parle de Charlie Hebdo. Oh, ils l'ont bien cherché. Je comprends pas pourquoi, à quel point, enfin, comment on peut soutenir cette logique argumentative, c'est-à-dire considérer que quand quelqu'un est victime d'un attentat, il faut d'abord s'interroger sur ce qu'il a pu dire qui mette les gens en colère. Ce réflexe-là est profondément liberticide, et c'est intéressant parce qu'il se déguise en compréhension. Il se déguise en analyse, il se déguise en intelligence, il fait comme si il fallait comprendre la série des causes qui a provoqué ça.
au moment des lois Valls, il y a eu une série, quantité de manifs à ce moment-là, et il y a eu notamment, je ne sais pas si vous avez le souvenir de cette image, une voiture de police qui avait été incendiée quai de Valmy. Ils avaient jeté des fumigènes dans la voiture, et puis le fonctionnaire de police ensuite avait reçu des coups. Et les incendiaires du quai de Valmy se sont retrouvés devant les tribunaux, et là-dessus, d'excellents sociologues ont pris la parole pour dire, Geoffroy de la Gannerie, a pris la parole notamment pour dire que, en fait, le spectacle de ces gens qui incendient une voiture est une illusion. C'est-à-dire qu'il faut regarder toute la séquence. Et il faut mettre cette violence en miroir avec la violence des lois Valls ou la violence des répressions policières pour comprendre qu'en réalité, nous n'avons affaire qu'à des innocents. Et alors, ce qui est intéressant dans ce raisonnement, c'est qu'il met l'intelligence au service du déni. C'est-à-dire, il met la compréhension, il met la dissection d'un phénomène au service de sa neutralisation. C'est très important de comprendre ce qui provoque de telles réactions. Mais le seuil, c'est la loi qui le fixe précisément, c'est le moment de la liberté, c'est le moment de la responsabilité. Si malheureux soit-il, celui qui brûle une voiture n'en est pas moins l'auteur de ces actes. Alors, j'en reviens à Mila. Pourquoi c'est si important de défendre Mila? Pas seulement de la défendre, mais de la protéger. Parce que une liberté dont on ne se sert pas est une liberté qui s'use, tout simplement. Pourquoi c'est si important? Parce que, écoutez Tocqueville encore, en Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au-dedans de ses limites, il est libre, mais malheur à lui s'il ose en sortir. Il est en butte à des dégoûts de tout genre, à des persécutions de tous les jours. On lui refuse tout jusqu'à la gloire. Il cède enfin, il plie sous l'effort de chaque jour et rentre dans le silence. Pardon, mais ce que je veux vous dire ici, c'est que le plus grand danger que nous courons en démocratie, c'est pas le salafisme, c'est pas l'islamisme, c'est même pas l'extrême droite, c'est l'autocensure. C'est l'autocensure. C'est-à-dire, c'est la peur d'avoir des emmerdes. Le plus grand danger qu'on court, c'est celui-là. Pourquoi aller provoquer ces gens-là? Parce qu'on en a le droit. Et que si on ne le fait pas, on en perdra le droit. Et qu'il faut en avoir le droit. La liberté ne vit que si l'on s'en sert. Les provocateurs, en cela, sont extrêmement importants, à mon avis, et indispensables à la bonne santé de la société. Le plus grand danger en démocratie, c'est vraiment l'autocensure. Par exemple, à quoi bon dire ou raconter qu'on aime le tabac, qu'on adore la corrida, qu'on n'aime pas Elvis, ou qu'on met un doigt dans le cul d'Allah? Pourquoi éprouver le besoin de raconter ça? On peut le garder pour soi. Est-ce que ce n'est pas un peu de masochisme? Pourquoi fait-on le sacrifice de sa tranquillité en disant ces choses-là? Pourquoi? Parce que, encore une fois, la démocratie est ainsi faite que sur le papier, une liberté acquise n'est jamais remise en cause. Quelle que soit la majorité au pouvoir, on ne reviendra pas en France sur la liberté d'expression, sur l'IVG, sur la PMA ou sur le mariage pour tous, et qui sait, sur l'aide active à mourir si jamais un jour on l'adopte. Mais on ne reviendra jamais dessus. On ne reviendra jamais là-dessus, pour une raison très simple. Si vous accordez une liberté à des gens qui ne l'avaient pas auparavant, ils considéreront qu'en la leur retirant, vous les amputez d'une partie d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre au sérieux un candidat qui dit « moi, président, j'abrogerai le mariage pour tous ». Ou bien « moi, président, je supprimerai une liberté qui vous a été accordée, je reviendrai sur l'IVG, par exemple ». Ça n'est pas possible, une chose pareille, ça n'est pas possible. On n'a jamais vu dans l'histoire une seule démocratie revenir sur un droit qu'elle avait accordé sans changer de régime. Confère le Texas. Mais ça, on n'a jamais vu ça. La démocratie américaine est en danger objectif aujourd'hui, notamment autour de la question de l'IVG. Historiquement, si je mets de côté cet exemple-là, il n'existe pas de démocratie qui soit restée une démocratie en revenant sur une liberté qu'elle avait accordée. La démocratie est ainsi faite que la liberté n'est jamais remise en cause, mais le bouclier légal n'est jamais suffisant. Parce que tout en continuant d'être garantie par la loi, la liberté peut être remise en cause par l'usage quand ses bénéficiaires renoncent à l'exercer pour éviter les emmerdes. Alors, ça n'est plus la loi qui fait la liberté, c'est la meute. C'est la meute. Et la meute est un tyran auquel il faut faire face. Encore une fois, Mila n'a transgressé aucune loi en mettant un doigt à Dieu. Et pourtant, elle vit en recluse et sous protection policière depuis à peu près 3 ans.
C'est comme ça que fonctionnent les gendarmes de l'opinion. C'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. C'est-à-dire, la gendarmerie de l'opinion fonctionne en faisant disparaître ceux qu'elle menace. Et la loi ne peut rien contre l'ostracisme. La loi ne peut rien contre le fait d'exclure quelqu'un. La loi ne peut rien... Je veux dire, vous avez en démocratie le droit d'être égoïste toute votre vie. Si vous payez vos impôts, si vous ne brûlez pas les feux, vous n'irez pas en prison pour égoïsme. Vous avez en démocratie le droit d'être absolument indifférent au malheur d'autrui toute votre vie. Il n'y a aucun problème, ça n'est pas un crime. Le seul problème, c'est que si tout le monde fonctionne comme ça, c'est-à-dire si tout le monde abuse de cette manière de la liberté dont il dispose, alors la démocratie elle-même disparaît. L'un des paradoxes les plus aigus du fait de vivre en démocratie, c'est l'idée que... comment vous dire ça ? La démocratie nous libère, nous rend libres, mais c'est un régime qui est à lui-même sa propre fin. Il n'y a pas d'au-delà à la démocratie. Il n'y a pas d'au-delà, on ne veut pas en sortir. D'ailleurs, même les gens qui considèrent qu'on vit aujourd'hui en dictature le font au nom d'un approfondissement de la démocratie. Personne ne veut sortir de la démocratie. Traduction, nous sommes libres en démocratie, mais nous y sommes libres dans un aquarium. Et c'est cette condition-là qui est redoutable. C'est la raison pour laquelle on a pu dire qu'en démocratie, nos libertés étaient parfois en train de mourir avec le sentiment de guérir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire tout simplement que la démocratie, c'est un régime en lui-même, d'une certaine manière, absurde. C'est-à-dire que c'est un régime qui vous donne une liberté dont, d'une certaine manière, vous n'avez que faire ensuite, puisque elle ne vous emmènera nulle part. À quoi bon être libre quand on est un hamster dans sa roue, en fait ? À quoi bon être ? Pourquoi faire ? Quel est l'usage de cette liberté ? Alors, on n'a pas le temps de répondre à cette question, parce que celle-là, il faudrait des années pour y répondre. Mais pensez à un personnage qui est le personnage démocratique par excellence. Pour cette raison-là, c'est Sisyphe. Sisyphe est le personnage démocratique par excellence. Pourquoi ? Parce que Sisyphe, qui reçoit des dieux la sentence, comme vous savez, la punition d'avoir à pousser un caillou au sommet d'une montagne avant qu'il retombe de l'autre côté, Sisyphe nous ressemble dans la mesure où nous ne faisons jamais... Comment dire ? Il faut vraiment se prendre pour quelqu'un pour croire qu'on fait des choses plus importantes que ça dans la vie. Rien de ce que nous faisons n'a plus d'importance que de pousser un caillou au sommet d'une montagne avant qu'il retombe de l'autre côté. En revanche, c'est toute la différence entre Sisyphe et Tantale. Tantale, il n'a pas le droit de bouffer alors qu'il a faim. Sisyphe, il est condamné à faire un truc inutile. Mais Tantale ne se libère de son châtiment que si les dieux lui disent « Vas-y, fais une pause, bouffe ». Il faudrait suspendre la sanction pour que Tantale s'en sorte. Tantale a besoin d'un coup de main extérieur pour se porter mieux. Sisyphe, lui, en revanche, n'a besoin que d'une seule chose, c'est d'une réforme de l'entendement. C'est-à-dire il a besoin de renoncer à atteindre le sommet de la montagne puisque le caillou n'y tiendra pas. Autrement dit, ça n'est plus son but, c'est juste un lieu qu'il croise sur sa route. Et en revanche, il a besoin de bien faire ce qu'il fait, de bien pousser le caillou. Et à cette condition-là, Sisyphe est c'est la figure de celui dont l'invincibilité vient du fait qu'il désire ce qu'il possède. Or, en démocratie, nous vivons exactement le syndrome inverse. Nous possédons la liberté, mais du coup, nous n'avons plus de raison de la désirer. Et la liberté s'abîme, faute de notre vigilance. Et c'est tout le paradoxe. C'est la raison pour laquelle je crois vraiment Sisyphe est un personnage fondamental de ce point de vue. Pas simplement parce que Sisyphe est celui qu'il faut imaginer heureux, c'est-à-dire c'est celui que dont l'activité suffit à le combler, mais aussi et d'abord parce qu'il résume la condition de l'animal démocratique à qui aucun autre monde n'est offert. Vivre en démocratie, c'est vivre dans un monde qui étouffe sous la liberté qu'il permet. Et qui, en particulier, par exemple, comment vous dire ça ? Que faire ? Où aller ? Contre qui se battre dans un univers où les droits sont conquis ? Qui vous donne la force de vous lever ? Voilà, c'est ça que je veux dire. Qui vous donne la force de vous lever dans un monde où les droits
sont conquis. C'est pas facile d'être libre. C'est extrêmement difficile d'être libre, d'être affranchi des tutelles. Le chameau, qui croule sous les dictates, est au moins délesté de la tâche de décider lui-même de son existence. L'esclave est libéré de la liberté. Comment faire quand personne ne vous soulage du devoir d'être vous-même l'origine de vos choix ? C'est tout le problème en démocratie. C'est-à-dire que la grandeur des démocraties, c'est de pousser la liberté jusqu'à nous permettre d'être petits et mesquins. En démocratie, chacun a la liberté de ne penser qu'à lui-même. Mais si tout le monde en fait autant, c'en est fini de cette liberté. Encore une fois, la démocratie garantit la liberté, mais elle dépérit du mauvais usage de la liberté qu'elle permet. Et alors, le premier à avoir remarqué ça, c'était Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, où il essaie d'expliquer pourquoi la Révolution française a échoué. Et c'est un chapitre qui s'appelle « La liberté absolue et la terreur ». C'est un chapitre dans lequel il dit que, après la Révolution française aurait pu faire le choix de Montesquieu, c'est-à-dire d'une pondération des pouvoirs, d'un équilibre entre les pouvoirs, et au lieu de ça, elle a opté pour l'unanimisme de Rousseau. Et optant pour l'unanimisme de Rousseau, elle s'est voulu table rase. Elle a voulu faire du passé table rase. Et en faisant du passé table rase, la volonté libre s'est retrouvée sans adversaire. Et, dit Hegel, une volonté libre sans adversaire débouche forcément sur un processus terroriste. Il nous faut un adversaire, il nous faut un contrepoint. C'est la raison pour laquelle on a pu penser que le comportement de Poutine était une chance pour l'Europe démocratique. Dans la mesure où ce qui manquait à ce vieux continent, c'était une adversité. C'était une adversité objective, un péril objectif, un danger objectif. Alors, toutes ces considérations pour vous dire donc que la liberté en démocratie court paradoxalement menacée, non pas par la loi, mais elle est menacée par ce qui, en deçà de la loi, se joue à l'intérieur de la foule. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin non seulement de défendre la loi qui garantit la liberté, mais également de protéger ceux dont la liberté est compromise par la foule, c'est-à-dire ceux qu'on voudrait dissuader d'utiliser leur liberté. Et cet enjeu est absolument... C'est tout le sens de Charlie Hebdo. Je terminerai juste là-dessus. Il y a des tas de gens qui me disent « Moi, je ne suis pas Charlie ». Je dis « Pourquoi tu n'es pas Charlie ?» Ils disent « Parce que j'aime pas les dessins ». Je dis « J'en ai à foutre, moi, que tu n'aimes pas les dessins. Que c'est pas mon... Charlie Hebdo est un journal libertaire. Tu n'es pas libertaire ? Non. Bah alors tu n'aimes pas les dessins. Voilà. Mais ça ne fait pas de toi pas Charlie. Charlie Hebdo est un journal libertaire, mais ce qui est arrivé à Charlie Hebdo fait que Charlie Hebdo incarne la liberté. Et ça, il faut le défendre. Donc, tu n'es peut-être pas libertaire, mais tu es pour la liberté. Ah oui, ben voilà. Donc, tu es Charlie. Il n'y a pas de sens à dire qu'on n'est pas Charlie. Ça n'a pas de sens. Ou alors, ça veut dire qu'on est clairement contre la liberté de la presse. Ça, c'est autre chose, si vous voulez. Mais c'est un projet qui a sa cohérence aussi, hein, bon, pourquoi pas. Mais tout l'intérêt de vivre en démocratie, c'est qu'on peut y accueillir des opinions qui ne sont pas démocratiques. Donc, magnifique. En revanche, là, on peut dire qu'on n'est pas Charlie. Mais si on est attaché à la liberté, il n'y a aucun sens à dire qu'on n'est pas Charlie. Il n'y a aucun sens. Ce qui compte, ça n'est pas ce que Charlie Hebdo montre, c'est le droit qu'il a de le montrer. Et j'en viens à ce dernier point, vraiment, puis après je voudrais qu'on puisse discuter, mais, et puis je ne veux pas être trop long non plus, le dernier point qui concerne nos opinions. Vous avez remarqué comme on fait grand cas de nos opinions en général, surtout sur les réseaux sociaux, hein, si on prend ça pour des vérités irréfragables. On fait grand cas de nos opinions, on trouve ça très important. Or, pardon de vous le dire comme ça, nos opinions, vos opinions, mon opinion, tout cela n'a aucun intérêt. N'a aucun intérêt. D'abord, elles ne sont pas si nombreuses, vos opinions. Il y a beaucoup moins d'opinions que d'individus en présence. Hein. Elles ne sont pas si nombreuses, vos opinions. Et même si tous les individus ont le sentiment d'être l'origine de leurs opinions, c'est bizarre quand même d'observer à quel point il y a moins d'opinions que d'individus. C'est comme les gens, vous savez, qui à table, parfois, vous disent « Oh, moi qui n'y connais rien, je peux en parler librement ». C'est le moment où ils enfoncent une porte ouverte. J'adore ce truc-là. C'est-à-dire, en fait, l'ignorance fait qu'on pense comme tout le monde, si vous voulez. Et c'est là, en général, qu'on est arrogant, qu'on pérore, etc. Ouais. Nos opinions, c'est de la merde. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on croit, chacun, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est fondamental, c'est la défense ardente, constante, et quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre, du système qui vous permet d'avoir les opinions que vous avez. Et ceci devrait être le combat commun. Le combat commun n'est pas le combat pour la prévalence d'une opinion sur une autre.
Le combat commun, c'est le combat pour la construction d'un espace où les individus parlant le même langage donnent à leurs opinions des contours argumentés au lieu de les transformer en pics et en flèches. Le combat commun, il est là. Le combat commun, il est de faire vivre la contradiction. Et, j'arrête pas d'ajourner la fin, mais quand même, après j'arrête, c'est promis. Ce à quoi nous assistons dans les faux débats auxquels nous assistons, c'est un jeu d'opposition. C'est-à-dire ce sont des gens qui, alors soit c'est un débat entre deux édiles politiques dont l'un dit à l'autre, dont l'enjeu est d'avoir raison d'avoir raison de l'autre et non pas de mettre la raison en partage. Et donc voilà, donc du coup vous n'avez pas de débat, vous avez des gens qui feignent de débattre, mais vous verrez jamais un débatteur dire à l'autre c'est vous qui avez raison. Alors que c'est lui c'est ça qui est intéressant, bien sûr. Donc vous ne verrez jamais ça. Donc on fait grand cas du débat, mais en réalité, on n'en a jamais des débats. C'est-à-dire un débat où l'on met la raison en partage. On n'en a jamais des débats. Et parce qu'on est toujours dans un débat mandaté par des gens qui pensent comme nous. Et puis parce que la foule perçoit l'humilité comme une faiblesse, alors que l'humilité est une force. Donc des débats, on n'en a pas. On est dans le paradigme de l'opposition systématique. Le travail du pédagogue, c'est de transformer l'opposition en contradiction. La contradiction entre deux individus est un lien. Une personne que vous allez contredire est une personne dont vous serrez la main, avec qui vous échangez. C'est comme quelqu'un avec qui on se bat selon les règles de l'art. On ne connaît bien quelqu'un que quand on s'est battu avec lui. Eh bien, c'est la même chose ici. On ne connaît bien quelqu'un que quand on l'a véritablement contredit. Et la contradiction est une amitié. L'opposition se nourrit exclusivement de la caricature de l'adversaire d'en face. Le travail commun, ça n'est pas la prévalence d'une idée, ça n'est pas la victoire d'une opinion sur d'autres, ça c'est pas mon but, c'est pas mon travail, c'est pas le travail des profs de façon générale. L'œuvre commune, c'est la construction d'un espace où une opinion qui n'est pas la sienne n'est pas perçue comme une dissidence. Le travail commun, c'est un espace qui fait passer de l'opposition à la contradiction. On augmente la liberté dans ces cas-là. La liberté, ça n'est pas simplement de faire ce qu'on veut ou de dire ce qu'on veut. La liberté, c'est de donner à ce qu'on dit des contours qui lui permettent de s'accrocher à d'autres discours que les siens. Merci de votre attention, j'ai été un peu long. Merci. Merci beaucoup. En écrivant mon petit texte de présentation que j'ai lu tout à l'heure, j'hésitais sur le terme fougue. Je me disais quand même, est-ce que c'est pas un peu fort ? Ben, manifestement non, ça n'était pas trop fort. Je pense que vous avez tous eu ce sentiment. Alors, malheureusement, on a très peu de temps pour des questions. On va peut-être essayer. Non, ben c'est juste que voilà, on est contraint par le temps. Raphaël Enthoven doit partir à 14h à peu près pour 14h10, voilà, pour prendre un train. Donc on va prendre quelques questions en vous écoutant, et il y en a certains peut-être parmi vous qui ont pensé la même chose que moi. À votre place hier soir, il y avait Michael Fossel qu'on a vu passer tout à l'heure, qui est là, et voilà, et ça aurait été vraiment passionnant de vous entendre débattre. Alors là, il y aurait ça nous arrive souvent, hein, mais tous les deux. On aimerait y assister, en fait. Oui. Voilà. C'est ça. Non, mais alors, je dirais que Michael fait partie de ces gens avec qui j'adore pas être d'accord. Ça, c'est un... Voilà, alors on va prendre quelques questions s'il y en a. C'est difficile parce que vous avez dit tellement de choses. Oui. Oui. Alors, oui. Une question au fond. Attendez. Anti-vax, comme on le veut, à partir du moment où il n'est pas d'accord avec vous. Exemple, à partir du moment où Vera Sharaf va nous dire que la période ressemble à la période qui précédait la guerre, aller jusqu'à la traiter d'antisémite. Et là, c'est un peu trop. Deuxième chose, ai-je le droit de ne pas être d'accord avec Charlie Hebdo. Charlie Hebdo
a été condamné par le tribunal dans l'affaire Ciné. Ciné qui avait fait un dessin contre le fils, ou contre un dessin humoristique sur le fils de Sarkozy, en disant « il ira loin ce petit-là », a été traité d'antisémite. Or, le tribunal s'est retourné contre Charlie Hebdo en le condamnant à 40 000 € d'amende pour justement atteinte à la liberté d'expression. Merci. Vas-y. C'était pas une question, ça. C'était pas une question. Non, c'est une affirmation, j'entends. D'accord. C'est les questions qui ouvrent le débat. Là, vous avez affirmé quelque chose que vous croyez. Non, là non. Mais enfin, on peut parler de Charlie Hebdo, si vous voulez. Oui, justement. Vous vous opposez, vous n'êtes pas là pour me contredire. Vous êtes là pour affirmer de façon frontale une position qui est antagoniste. C'est pas la même chose. Mais je vous remercie, monsieur, j'avais pas besoin de vous pour le savoir. En revanche, non, cela dit, il y a un cas de figure qui est intéressant. Il y a un cas de figure. Je vais vous répondre. C'est le principe d'un débat. Je vais vous répondre, c'est le principe d'un débat. Nul n'en doute, surtout pas vous. Maintenant, je voudrais répondre. Je voudrais répondre juste sur Charlie Hebdo. Sur le cas de Charlie Hebdo. On n'est pas obligé, encore une fois, d'aimer Charlie Hebdo. Mais vous n'iriez pas appeler à la disparition de ce journal, ni à l'assassinat, ni à la décimation de sa rédaction. On est bien d'accord. Donc, mais bien sûr, mais personne. Il ne s'agit pas d'être contre Charlie, il s'agit d'être anti-Charlie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Être anti-Charlie, c'est une chose. Être contre Charlie, c'est autre chose. Quant au cas des antivax, pardon, il y a comme ça des faits où l'opinion ne résiste pas à la vérité. C'est-à-dire que quand 90% des gens qui sont en réa ne sont pas vaccinés et qu'on continue de dire que le vaccin est plus dangereux, voilà. Ok. S'il vous plaît. Bien sûr, ça vient du vaccin. Vous savez que tous les gens vaccinés vont mourir un jour. Tous. Vous allez tous mourir, vous qui êtes vaccinés. Tous. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. On vous écoute pas, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question là-bas. Alors, on écoute une autre question. D'accord. Bonjour. C'est une question sympa. Hein. Une sur deux doit être sympa. Hein, c'est dur de passer après ça. Bon. En fait, ma question, c'est quoi la différence entre l'opinion et l'idée? Génial. 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 C'est une différence qui prend naissance sous Platon. C'est-à-dire, c'est une différence, par exemple, vous avez dans un dialogue, le Théétète, tiens, c'est un dialogue où il dit d'où vient la connaissance. Et Théétète, qui est un élève de Socrate, lui dit la connaissance vient de la sensation. Comment lui dit Socrate? Tu es sûr? Bah oui, lui dit Théétète. Mais alors, si toi tu es frileux, tu vas percevoir le vent comme froid? Oui. Et si tu n'es pas frileux, tu ne le percevras pas comme froid. C'est-à-dire que le vent est froid et pas froid à la fois. Et là, Théétète commence à vaciller un peu et il comprend qu'il ne peut pas fonder la science sur la sensation parce que c'est un sol trop meuble, trop mouvant. C'est la première apparition de la distinction entre l'opinion et l'idée. C'est-à-dire que l'idée est à l'opinion, emprunte à l'opinion son rapport au monde, mais elle la nantit d'une structure argumentative, d'une structure objective, qui la permet tout simplement d'entrer dans la discussion. Une opinion, c'est un sentiment. Par exemple, tiens, pour vous donner un exemple contemporain, on n'a pas le temps de rester trop longtemps là-dessus, mais c'est amusant. Chaque hiver, vous avez des gens qui disent « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de réchauffement climatique? Moi, je me les pèle !» Et ce qui est intéressant, c'est que cet argument est un argument d'abord qui continue. Chaque année qu'on renouvelle, dès qu'il fait un peu froid, on dit « Oh, le réchauffement climatique, warf, warf !» Il y a des gens qui pensent comme ça, enfin qui pensent pas, mais comme ça. Et si vous voulez, donc, ça revient à chaque fois, ça revient. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est que celui qui tient ce discours-là se vit comme l'émissaire du réel. Mais attendez, vous êtes dans vos chiffres, dans vos théories, dans vos calculs, dans vos algorithmes, etc. Moi, j'ai les pieds sur terre et je vous dis qu'il fait froid. Arrêtez de me parler de réchauffement. L'opinion, c'est ça.
L'opinion, c'est ça. Vous savez, l'opinion, c'est l'équivalent de... imaginez, vous êtes sur la plage, une nuit de pleine lune, et vous jouez avec votre pied à cacher la lune. L'opinion, c'est le pied. L'opinion, c'est le pied. C'est-à-dire que... En fait, non, l'opinion, c'est pas le pied. L'opinion, pour le pire, c'est le sentiment que le pied est effectivement plus grand que la lune. L'idée, c'est la remise en perspective de cet ensemble, si vous voulez. Pour vous donner, il faudrait rester des heures là-dessus, malheureusement, mais voilà. Il y a un texte de Spinoza comme ça qui dit, et alors ça c'est intéressant. Juste un point encore là-dessus. Il dit, nous percevons le soleil comme une boule jaune à 200 pieds de nous. Et on a beau savoir ce qu'il en est du soleil, on a beau savoir qu'il est autrement plus loin que cela, etc. Nous n'en continuerons pas moins de le percevoir comme une boule jaune à 200 pieds de nous. Et on a beau savoir que l'indice de réfraction, c'est ce qui tord c'est ce qui tord un bâton quand on le plonge dans l'eau. On a beau le savoir, on n'en continue pas moins de voir le bâton qui se tord. Et donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que l'opinion est indestructible et qu'elle est le socle de toute considération à venir, mais qu'il faut savoir la dépasser, il faut savoir la surmonter, il faut savoir lui donner les contours d'un argument ou d'une idée. Alors, on a le temps de prendre une dernière question. Attends, je sais que tu as une belle voix, mais... Il y a des études qui ont démontré qu'un bébé, quand il vient au monde, il a une intelligence avec une capacité de faire des études au niveau d'un médecin, à condition bien sûr de travailler. À savoir que c'est son environnement qui va déterminer donc ce qu'il va vivre. Et il ne pourra pas incarner ce que la nature lui a donné quand il est venu au monde. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces rébellions, ce qu'on voit actuellement en France, soi-disant, contre le problème de la retraite, c'est surtout dû à un ressentiment inconscient avec, pour excuse, basé sur les 2 ans qu'on demande pour travailler plus, mais que ce n'est pas justement tout ce ressentiment inconscient qui fait que ça s'exprime comme ça. Ah, je vous avais pas vu venir sur la retraite avec votre histoire d'enfant là. Vous n'avez pas vu arriver, vous êtes parti de l'enfance et vous avez, hop là, vous êtes arrivé à l'enfance renouvelée. Oui, mais j'ai, oui. Non, moi ce qui, écoutez, je vais vous faire une réponse. Alors, elle vaudra ce qu'elle vaut. C'est Cioran. Le philosophe roumain Cioran, nihiliste, celui qui disait on se suicide toujours trop tard. Et toutes les eaux sont couleur de noyade, disait-il. Cioran, qui était un bon camarade, aimait beaucoup ses amis et ne manquait aucun anniversaire. Et à chaque anniversaire, il envoyait une carte postale et il disait toutes mes félicitations, une année de moins. Voilà ce que je vous réponds. Je n'ai pas d'autre réponse que celle-là. Merci.